Le rapport Goldstone constitue l'accusation la plus grave formulée contre l'État d'Israël par les Nations Unies depuis la résolution de l'Assemblée générale de 1975 qualifiant le sionisme de racisme, une résolution qui depuis a été annulée. Le 19 décembre 2008, le Hamas a unilatéralement décidé de briser la trêve négociée par l'Égypte et de bombarder Israël avec des roquettes. Lorsque Israël a engagé une opération militaire le 27 décembre 2008, c'était pour mettre fin à cette agression intolérable. Israël s'était complètement retiré de la bande de Gaza en 2005. Quant aux tirs de roquettes du Hamas, ils n'ont fait qu'augmenter après le retrait israélien. En un an, entre 2005 et 2006, les tirs de roquettes du Hamas ont augmenté de 500%. La soi-disant résistance du Hamas n'est pas due à un conflit territorial. La charte du Hamas déclare que l'islam finira par mettre fin à l'existence d'Israël. Younis Al-Astal, un parlementaire du Hamas qui est aussi le doyen de la faculté de la charia à l'université islamique de Gaza, on appelle ouvertement à l'annihilation des Juifs. Il utilise le mot en arabe mahaka, annihilation, effacement. Le militant du Hamas, Mohsen Abu Hita, déclare à la télévision palestinienne le 13 juillet 2008 qu'il faut exterminer tous les Juifs. Monsieur le Président, la liste est plus longue, mais le message est clair. Ce n'est pas de la résistance. C'est une idéologie haineuse et génocidaire. Le rapport Goldstone accuse Israël d'avoir volontairement fait le maximum de victimes civiles. C'est une accusation de meurtre rituel qui vise à faire d'Israël un pays de monstres. Si Israël avait voulu faire le maximum de victimes civiles, pourquoi est-ce que l'armée israélienne a-t-elle envoyé des messages aux populations avant chaque bombardement afin de les éloigner des zones de combat? Le colonel Richard Kemp, qui fut à la tête des armées britanniques en Afghanistan, a rendu le témoignage suivant au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies après avoir étudié de près l'opération Plomb Fondu. Je cite: « Pendant l'opération Plomb Fondu, l'armée israélienne a fait plus que n'importe quelle armée au monde dans toute l'histoire de la guerre pour protéger les droits des populations civiles dans les zones de combat. Et Israël a pris des précautions énormes alors même qu'elle avait affaire à un ennemi qui place ses armes et ses combattants derrière le bouclier humain des populations civiles. » Fin de citation. De même que la résolution sionisme-racisme de l'ONU a été votée par des régimes autocratiques et oppressifs, la session spéciale du Conseil des droits de l'homme pour l'établissement d'une commission d'enquête après l'opération Plomb Fondu a été convoquée par Cuba, par l'Égypte et par le Pakistan. Et les pays qui ont voté pour la mise en place de cette commission sont la Chine, la Russie et les pays arabes et musulmans. Pas une seule démocratie n'a voté en faveur de la mise en place de cette commission. Et pour cause. Et pour cause. Le soi-disant Conseil des droits de l'homme de l'ONU, est une institution orwellienne où siègent les pires violateurs des droits de l'homme. Des 11 sessions extraordinaires convoquées par le Conseil depuis sa création en 2006, 5 ont été consacrées à Israël. Même l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a déploré que le Conseil des droits de l'homme ne parle que d'Israël et n'a rien à redire sur ce qui se passe au Soudan. Grâce à leur majorité automatique, les pays arabes manipulent l'ONU pour combattre Israël sur le plan diplomatique. Ils accusent injustement Israël de ce dont ils sont eux-mêmes coupables. Ils exploitent cyniquement le langage des droits de l'homme et dénaturent le droit international pour cacher leur stratagème derrière un écran de respectabilité. D'où la résolution sionisme-racisme, d'où la conférence de Durban et d'où le rapport Goldstone. En janvier 2009, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a approuvé l'établissement d'une commission d'enquête sur la guerre de Gaza. Quelques mois plus tard, en mai 2009,
le même Conseil s'est refusé d'établir une commission d'enquête sur le massacre des Tamouls par le gouvernement sri-lankais. D'après les estimations de l'ONU, plus de 7000 civils ont été tués entre janvier et mai 2009 au Sri Lanka, et le gouvernement sri-lankais a intentionnellement bombardé des civils tamouls. Des dizaines de milliers de Tamouls sont détenus dans des camps d'internement. Et quelle a été la réaction, Monsieur le Président, du Conseil des droits de l'homme de l'ONU? Eh bien, d'émettre une résolution, je cite, félicitant le gouvernement sri-lankais pour sa victoire contre le terrorisme. Le gouvernement israélien, qui a rempli son devoir le plus élémentaire de protection de ses citoyens, qui a exercé son droit à la légitime défense et qui a tout fait pour limiter le nombre de victimes civiles, est condamné pour crime de guerre par le Conseil des droits de l'homme. Mais le gouvernement sri-lankais, qui a écrasé dans un bain de sang un mouvement de libération nationale, est félicité par le Conseil des droits de l'homme pour sa victoire contre le terrorisme. En acceptant la nomination du Conseil des droits de l'homme, Richard Goldstone a cautionné l'hypocrisie, le cynisme et la dépravation morale de l'Organisation des Nations Unies. Et ce n'est pas la première fois que Richard Goldstone collabore avec la perversion onusienne. Lorsqu'il servit de procureur pour les tribunaux des Nations Unies pour l'ancienne Yougoslavie et pour le Rwanda, il travailla pour l'organisation qui aurait dû être inculpée. Parce que l'ONU porte une responsabilité écrasante dans le génocide de 800 000 Tutsis au Rwanda en 1994 et dans le massacre de 7000 Bosniaques musulmans à Srebrenica en 1995. Même Mary Robinson, l'ancienne haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, qui avait présidé la conférence de Durban en 2001 et qui n'est pas connue comme étant une passionnariat sioniste, a refusé de diriger la mission commanditée par le Conseil des droits de l'homme parce qu'elle considérait que son mandat était inéquitable. Et pour cause, la résolution du Conseil des droits de l'homme établissant la commission d'enquête sur la guerre de Gaza ne demande pas à vérifier si les parties au conflit ont commis des violations des droits de l'homme et des crimes de guerre. Le texte de la résolution condamne Israël d'emblée. Voilà ce que dit la résolution. Je cite: le Conseil des droits de l'homme, reconnaissant que l'opération israélienne massive qui se déroule dans les territoires palestiniens occupés a causé de graves violations des droits de l'homme envers les civils palestiniens. La différence entre le texte de la résolution du Conseil de sécurité établissant une commission d'enquête en octobre 2004 sur les massacres perpétrés à Darfour, puisque tandis que la résolution du Conseil des droits de l'homme sur Gaza accuse et condamne Israël, mais pas le Hamas, entre parenthèses, avant même que l'enquête ait eu lieu, eh bien la résolution du Conseil de sécurité sur Darfour charge les enquêteurs, je cite, de vérifier les informations concernant, je cite, des allégations de crimes et se garde même de condamner le gouvernement soudanais. Alors, à quoi bon établir une commission d'enquête si l'objet de l'enquête est déclaré coupable avant même que l'enquête ait eu lieu? Par ailleurs, le texte de la résolution, je cite, condamne fortement l'opération militaire israélienne, mais ne condamne pas le Hamas pour avoir tiré des milliers de roquettes sur des civils israéliens et pour être responsable de la réplique israélienne. La résolution qualifie la réplique israélienne aux attaques du Hamas d'agression. Enfin, vous remarquerez, Monsieur le Président, que la résolution parle de bande de Gaza occupée, alors qu'Israël s'est complètement retiré de la bande de Gaza en 2005, soit 4 ans avant l'adoption de la résolution. Non seulement la résolution condamne Israël avant même que la commission d'enquête ait fait son travail et ait remis son rapport, mais les membres de la commission avaient eux aussi déclaré Israël coupable avant même de participer à l'enquête. Donc, le droit à l'autodéfense, qui est reconnu entre autres par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, ne s'applique pas à Israël. Le fait que des enfants israéliens aient été assassinés, amputés et traumatisés à vie, le fait que des centaines de milliers d'Israéliens aient vécu dans la peur permanente et que leur vie ait été suspendue au cri des sirènes et à la fuite vers les abris pendant 8 ans, tout cela ne donne pas à Israël le droit de se défendre. Pourquoi? On ne sait pas.
C'est comme ça. Et ça ne vaut que pour Israël. Quant aux témoignages du côté palestinien, leur véracité n'a jamais été vérifiée par la Commission. La Commission est parvenue à ses conclusions en interrogeant plusieurs mois après les événements des personnes qui se disent avoir été témoins de ces événements. Comment de tels témoignages, Monsieur le Président, peuvent-ils être dignes de foi? Et surtout, comment peuvent-ils servir de base pour inculper Israël? Et pour cause, Richard Goldstone déclare lui-même dans le magazine Forward le 7 octobre 2009, je cite, « Si ça avait été une cour de justice, rien n'aurait été prouvé. » Fin de citation. En revanche, le rapport qui porte son nom applique la présomption d'innocence aux Palestiniens et la présomption de culpabilité à Israël. Alors que le Hamas tire depuis les mosquées, depuis les écoles et depuis les hôpitaux pour augmenter le nombre de civils du côté palestinien afin de marquer des points lâchement et cyniquement dans l'opinion internationale, le rapport Goldstone nie tout simplement cette pratique. Et sur quoi s'appuie le rapport Goldstone? Eh bien, sur les témoignages des terroristes du Hamas qui disent qu'ils ne sont pas lâches et cyniques. Et comment la Commission sait-elle qu'Israël a fait volontairement le maximum de civils du côté palestinien? Eh bien parce que les témoins palestiniens le disent. La présomption de culpabilité à l'égard d'Israël va plus loin. Le rapport Goldstone, Monsieur le Président, reconnaît qu'Israël a prévenu, avant les bombardements, les populations civiles par le biais de prospectus, d'appels téléphoniques et de messages radiophoniques, et ce, afin de limiter le nombre de victimes civiles. Le rapport reconnaît également qu'une autre technique de prévention utilisée par Israël est celle qui consiste à lancer des explosifs légers sur les toits afin de prévenir les habitants de quitter leur maison avant un bombardement. Eh bien, au lieu de saluer Israël pour cette technique de prévention, le rapport condamne Israël pour les dégâts matériels marginaux causés par le lancement des explosifs légers sur les toits. Monsieur le Président, ce n'est pas un hasard si Moussa Abou Marzouk, le numéro 2 du Hamas à Gaza, a déclaré au journal Al-Arabiya, après la publication du rapport Goldstone, que le rapport acquitte le Hamas. Quant aux recommandations du rapport, elles poussent le cynisme à ses limites. Le rapport recommande qu'Israël cesse d'utiliser certains types d'armes, mais il ne recommande pas que le Hamas cesse de tirer des roquettes. Il en appelle au dédommagement financier par Israël des victimes palestiniennes, mais pas au dédommagement financier par le Hamas des victimes israéliennes. Enfin, c'est là le point d'ordre, le rapport en appelle à poursuivre en justice les dirigeants israéliens pour crimes de guerre et à envisager des sanctions internationales contre l'État d'Israël. Et tel est bien le but ultime du rapport Goldstone, isoler Israël et l'empêcher de se défendre. Parce que nos ennemis, les ennemis d'Israël, n'ont pas réussi à nous détruire par la guerre, à nous étouffer par le boycott, à nous briser par le terrorisme. Ils essaient de rallier la communauté internationale pour lier les mains d'Israël et pour mettre Israël au banc des nations. Ce n'est pas une plaisanterie. Les États de droit qui ne se démarquent pas du rapport Goldstone ne sont pas seulement complices du cynisme et de l'hypocrisie qui consiste à manipuler et à dénaturer le droit international pour diffamer et pour isoler Israël, ils portent également atteinte à leur propre droit à la légitime défense face au terrorisme. La diffamation du capitaine Dreyfus avait créé en Herzl un réveil grâce auquel les Juifs sont devenus un peuple libre et souverain. Aujourd'hui, cette diffamation est tournée vers l'État juif, le Dreyfus d'un monde aux idéologies déchues. Le rapport Goldstone n'est qu'une manifestation de ce phénomène. Ce n'est ni la première ni la dernière, et Monsieur le Président, il faut gagner le combat qui nous est imposé. De même que la diffamation du juif Dreyfus créa l'étincelle qui nous rendit notre liberté, eh bien, puisse la diffamation de l'État juif réveiller l'élan qui nous rendra notre fierté. Merci.